Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs Ludovic Payet et Cyril Nourrissa pour l'invitation. À la lecture du programme, je vais tout de suite dissiper certains doutes. Peut-on véritablement parler d'une méthode de droit international privé s'agissant du principe du pays d'origine ? Je vais répondre par l'affirmative parce que je ne veux pas évidemment contredire les éminents organisateurs. Je ne vais pas revenir toutefois sur l'analyse méthodologique systématique des expressions du principe du pays d'origine, mais je vais me placer à l'aune du système de droit international privé de l'Union. Donc, vous le savez, le principe du pays d'origine prend sa source en droit dérivé, principalement dans le secteur des services, services financiers, services numériques, services audiovisuels, etc. Et son expression la plus marquante est du droit international privé parmi le triptyque conflit de juridiction, conflit de loi, reconnaissance. Il recouvre des expressions techniques protéiformes, mais c'est sans aucun doute une technique de droit international privé en ce qu'il opère bien une répartition des compétences normatives entre les ordres juridiques concernés par le rapport de mobilité auquel il va s'appliquer. Le principe du pays d'origine, rappelons-le, impose en principe aux autorités de l'état d'accueil de l'opérateur, état au sein duquel cet opérateur va fournir des services, d'écarter les dispositions de la loi applicable selon les règles de conflit de loi du fort d'accueil à certains rapports juridiques transfrontières lorsque cette loi d'accueil s'avérerait plus sévère que la loi d'origine du prestataire et donc restrictive de la liberté de circulation. Si l'on peut donc admettre que c'est une méthode ou une technique de droit international privé, trouve-t-elle sa source en droit international privé de l'Union européenne ? L'hésitation est permise sous l'angle des bases juridiques, puisque les textes qui contiennent ce principe du pays d'origine sont fondés sur la politique du marché intérieur et non sur celle de la coopération judiciaire en matière civile. L'argument n'est toutefois pas dirimant, puisqu'on l'a dit hier et on le sait, il y a des règles de droit international privé dans des instruments marché intérieur. Ce sont des règles spéciales qu'on doit intégrer au système de droit international privé de l'Union. Si le principe du pays d'origine peut donc bien être lu comme une méthode ou une technique de droit international privé de l'Union, il a, selon l'expression des organisateurs, un effet disruptif vis-à-vis du droit international privé de l'Union, et ce, on l'a dit, dans la mesure où les solutions qui découlent de son application vont pouvoir ponctuellement opérer un décrochage par rapport à la solution qui résulterait du jeu classique du droit des conflits de loi. Suivant une logique marché intérieur, le traitement juridique des rapports internationaux régis par le principe du pays d'origine ne dépend pas de la procédure bien connue de localisation objective, mais bien d'une option matérielle en faveur de la loi plus libérale de l'agent économique. Et en cela, c'est une technique de déréglementation et on comprend que le principe du pays d'origine suscitera la critique et certaines craintes. En revanche, si le principe du pays d'origine est mis en œuvre dans un contexte normatif harmonisé, c'est-à-dire en conformité avec le test d'équivalence de la reconnaissance mutuelle, on quitte la compétition réglementaire pour se rapprocher de ce que j'appellerais une coordination conflictuelle à coloration matérielle. Dans ce contexte contrasté et plutôt sensible, on peut donc s'interroger sur la contribution, notamment et particulièrement d'ailleurs méthodologique, du principe du pays d'origine dans ou à un système de droit international privé de l'Union en construction. En creux, je vais orienter la discussion vers la question connue mais encore fragile, me semble-t-il, de l'articulation du système juridique marché intérieur qui engendre le principe du pays d'origine et l'espace judiciaire européen qui abrite les règles de droit international privé de l'Union. À cette fin, je vous propose de distinguer l'étude du principe du pays d'origine comme méthode du droit international privé en deux temps, d'une part dans les relations intra-européennes et d'autre part dans les relations extra-européennes. Et vous voyez qu'il y a un écho
à la contribution d'Édouard Trépose en droit secondaire hier. Ce double mouvement reflète une évolution plus globale en fait, du droit international privé de l'Union qu'on a pu penser au départ comme étant un droit régional qui serait limité aux frontières européennes. On sait maintenant que c'est un droit proprement international qui peut régir des rapports présentant ce que Jean-Sylvestre Berger appelle une internationalité externe. Et je crois que le principe du pays d'origine peut suivre, de manière plus prospective peut-être, cette ouverture. Le principe du pays d'origine dans les relations intra-européennes, pour commencer. Dans son domaine traditionnel d'intervention, principalement donc la libre prestation de services au sein du marché intérieur, je pense que la portée méthodologique du principe du pays d'origine à l'aune d'un système de droit international privé de l'Union est assez claire. Il ne s'agit pas d'une méthode endogène au système de droit international privé de l'Union. Il n'est pas créé de l'intérieur, mais d'une méthode exogène à celui-ci, c'est-à-dire venue de l'extérieur. D'abord, donc, l'exclusion d'une méthode endogène du droit international privé de l'Union. Si le principe du pays d'origine a été théorisé comme mettant l'accent sur cette compétence attribuée positivement à la loi d'origine de l'opérateur dans l'exercice de sa mobilité intra-européenne, du point de vue du droit privé et des règles de droit international privé, ce n'est pas ainsi que les choses ont été conçues par le législateur européen. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Ni la Convention de Rome de 1980, ni les règlements romains et Rome II n'ont embrassé une désignation privilégiée de la loi d'origine de l'opérateur en circulation pour régir ces contrats ou les actions en responsabilité civile qui le viseraient. Il y a donc dès l'origine ce que j'appellerais une déconnexion entre la réglementation marché intérieur des rapports privés transfrontières et la désignation de la loi applicable par le droit international privé européen. Cette vision est confirmée par la Cour de justice dans l'arrêt bien connu, Data Advertising, qui visait l'interprétation de la clause marché intérieur de la directive e-commerce et dans lequel la Cour dit que les législateurs nationaux n'ont pas à transposer l'article 3 de cette directive comme une règle de conflit de loi. Comment expliquer cet échec du principe du pays d'origine à s'imposer comme une méthode endogène du droit international privé de l'Union ? Je dirais qu'il y a deux raisons historiques. D'abord, l'absence de toute pertinence d'une logique du principe du pays d'origine à l'origine de l'européanisation du droit international privé, parce que le législateur européen, pour assurer un succès de cette européanisation du DIP, est parti de la logique selon laquelle il faut s'appuyer sur les acquis nationaux en droit international privé, et donc l'harmonisation a reflété les convergences nationales de droit international privé qui, évidemment, ne portaient aucun regard particulier sur ce concept de principe du pays d'origine. D'autre part, et on l'a dit hier, l'absence de l'ex-phorie suffisamment solide de la communauté européenne et donc l'impossibilité subséquente de pouvoir refléter des questions matérielles européennes, à l'instar d'un principe du pays d'origine, dans les règles européennes de droit international privé des affaires. À défaut d'être une méthode endogène du système de droit international privé de l'Union, on peut qualifier ensuite ce principe du pays d'origine de méthode exogène au système de droit international privé de l'Union. Il provient de dehors, car il prend sa source dans la logique du marché intérieur, comme on l'a expliqué en introduction, donc je n'y reviens pas. Cette méthode de droit du principe du pays d'origine n'est toutefois pas totalement étrangère au système de droit international privé de l'Union. Elle est, pourrait-on dire, à la surface du système de droit international privé de l'Union, à l'image, c'est une définition de géologie du terme exogène, à l'image des roches exogènes qui se forment à la surface de la Terre. Un petit peu de poésie. En effet, eu égard à son champ d'application, embrassant certains rapports privés transfrontières, la loi d'origine de l'opérateur, on l'a dit, va interférer ponctuellement avec la loi applicable au sens du droit des conflits de loi. On a des exemples en matière de responsabilité civile, dans des contentieux, en matière de diffamation, atteinte au droit de la personnalité ou concurrence déloyale. En cela, le principe du pays d'origine est vecteur d'incertitudes
technique, et il faut bien se dire que cette incertitude repose sur les épaules des juges. Il est également vecteur d'un éclatement de la coordination classiquement assurée par les règles de conflit de loi, c'est l'effet disruptif. Il en découle donc un besoin de dialogue entre principes du pays d'origine et méthodes endogènes du droit international privé de l'Union. Ce dialogue a été amorcé par le législateur de l'Union, là encore dans des considérants, l'importance des considérants. Rome II prévoit une clause de libre circulation qui intègre donc l'articulation entre droit dérivé marché intérieur et droit international privé, faisant référence expressément à la clause marché intérieur de la directive e-commerce. Néanmoins, évidemment, cette clause libre circulation n'est pas facile à décrypter pour les juges nationaux et surtout, plus fondamentalement, elle ne résout pas techniquement les interférences entre principes du pays d'origine et règles de conflit de loi. La doctrine a proposé des méthodes, des modèles de clauses d'articulation peut-être plus lisibles, plus praticables, prenant par exemple la forme d'une règle d'applicabilité de la loi du pays d'origine. Mais politiquement, évidemment, il y a très peu de chances à court terme qu'une telle clause soit insérée dans les règlements Rome I et Rome II. L'autre option serait de faire du principe du pays d'origine une méthode endogène au droit international privé de l'Union sous la forme de règles de rattachement ponctuelles à la loi d'origine de l'opérateur en circulation. Pour être politiquement acceptable néanmoins, il est indispensable d'avoir une lex fori européenne, un socle matériel commun suffisamment solide au sein des États membres. Et il est vrai, à l'heure actuelle, dans la plupart des questions de droit privé qui sont visées dans le champ d'application du principe du pays d'origine en droit dérivé, ce droit commun matériel privé n'existe pas suffisamment pour généraliser ici ce principe du pays d'origine endogène. C'est particulièrement le cas du droit de la responsabilité civile. En revanche, peut-être, cela serait possible sur les questions de droit des contrats, mais c'est évidemment très sensible. Ces réflexions prennent une importance particulière à l'heure de la structuration réglementaire du marché unique numérique dont on a déjà parlé hier, qui est fondé sur les services. Même si pour l'heure, dans la proposition de Digital Services Act, n'est pas proposée de manière concomitante la révision de la directive e-commerce. La question se pose toutefois, et la représentante du ministère de la Justice hier nous en a parlé, du droit applicable pour apprécier l'illicéité des contenus en ligne que ce texte, donc la proposition de Digital Services Act, propose d'encadrer. Serait-ce la loi d'origine du prestataire ou devra-t-on recourir aux règles de conflit de loi classiques ? S'agissant de la clause marché intérieur, il est proposé par certains acteurs, certaines parties prenantes dans ce contexte du Digital Services Act, de la modifier et notamment de l'étendre aux contrats B2C qui pour l'instant sont exclus dans la mesure où il y a maintenant un acquis important en matière de protection des consommateurs, donc le début d'une lex fori de droit privé. Il a également été suggéré de l'étendre au profit d'opérateurs du numérique non européens, suivant ainsi la logique extra-européenne du RGPD qui est répliquée dans cette proposition de Digital Services Act. Et il s'agit là d'une transition vers ma seconde partie. À présent, je propose donc de réfléchir à une nouvelle dimension du principe du pays d'origine, toujours en méthode exogène du DIP de l'Union, mais hors des frontières du marché unique européen, suivant donc ce que j'appellerais une mise en œuvre extra-européenne. C'est une approche plus prospective, je suis évidemment très ouverte à la discussion. Deux raisons peuvent justifier cette ouverture. Première raison, l'Union a développé une lex fori ces 20 dernières années grâce à des avancées significatives dans différents domaines du droit privé. On en a parlé ce matin, le contrat de consommation, les données personnelles, le droit des sociétés, le droit bancaire et financier, le droit des transports, etc. Deuxièmement, l'Union se positionne de plus en plus en leader mondial dans différentes politiques ayant des implications en droit privé sur le fondement du droit primaire
qui prévoit, je le rappelle, que l'Union affirme ses valeurs dans ses relations avec le reste du monde. Dans ce contexte, le principe du pays d'origine extra-européen est, à notre avis, en voie d'affirmation et le droit international privé de l'Union doit être au rendez-vous. On retrouve à nouveau ici un enjeu sous-jacent d'articulation entre principe du pays d'origine comme méthode exogène et le système de droit international privé de l'Union. L'internationalisation externe du principe du pays d'origine est double. Elle s'opère d'abord s'agissant de ses titulaires et ensuite s'agissant de son domaine d'application géographique. S'agissant d'abord de l'extension rationnée personae du principe du pays d'origine, ça signifie finalement que des opérateurs économiques non européens, c'est-à-dire établis dans des États tiers, pourraient bénéficier d'une prévalence de leurs lois d'origine, pourtant étrangères aux droits de l'Union européenne et aux droits nationaux des États membres, dans leurs rapports transfrontières avec des partenaires, des clients, des investisseurs européens au sein du marché intérieur. Sous l'angle du droit public européen, Jérémy, et des normes de régulation du marché, qui est, je le rappelle, le domaine d'action privilégié du Home Country Control, il s'agit d'une réalité qui prend la forme de ce qu'on appelle les décisions d'équivalence ou clauses d'équivalence, qui sont octroyées unilatéralement par la Commission européenne sur la base d'une analyse approfondie de la législation étrangère de certains pays, dans certains secteurs juridiques donnés, le droit bancaire et financier et le droit de la protection des données personnelles en particulier. Ces décisions d'équivalence reflètent, dans les relations externes, le principe de reconnaissance mutuelle, en prenant appui sur une double convergence, une convergence du droit national de l'État tiers et donc de la lexphorie européenne et mondiale, d'autre part, grâce au développement, dans les domaines concernés, de standards internationaux et d'outils de régulation globale. Dans ce contexte, la question sous-jacente, et je pense que tout le monde voit où je vais aller, est celle de la place de la loi du pays d'origine de ces opérateurs non européens, qui sont donc autorisés à développer certaines activités dans le marché intérieur sur la base de ces clauses d'équivalence, dans les relations internationales de droit privé développées dans le marché intérieur. Cette question est notamment déjà posée par Jürgen Basdo dans ses écrits récents. On peut se demander dans quelle mesure, du fait de la décision d'équivalence, finalement les juges européens qui auraient à connaître d'une action en réparation engagée par un client européen à la suite de pertes d'investissement ou à la suite de fuites de données personnelles, eh bien, de tenir compte du cadre normatif d'origine de l'opérateur non européen. La désignation de la loi applicable, selon le raisonnement de conflit de loi, ne devrait-il pas refléter l'équivalence ? La proposition ne doit pas d'emblée être taxée de libérale. Pourquoi ? Parce qu'à rebours de la logique dérégulatrice du principe du pays d'origine historique, intra-européen, le fondement politique des systèmes d'équivalence est au contraire de réguler les opérateurs à la hauteur des exigences européennes, de contrer les fraudes d'opérateurs d'État tiers et d'éviter la concurrence normative globale, mondiale. La réponse à cette question de prise en compte donc de cette loi du pays d'origine non européenne nécessite évidemment d'étudier en détail telle ou telle décision d'équivalence qui sont en plus des décisions politiques. Donc, il faut évidemment rester prudent. Politiquement, il s'agirait de consolider les relations économiques extra-européennes face à des marchés de plus en plus globalisés, marchés bancaires et financiers, marchés des données numériques, en alignant leur régulation normative sur celle du marché intérieur, suivant la logique des clauses d'équivalence. C'est donc, à mon avis, une question à explorer à l'aune du système de droit international privé de l'Union. Qu'en est-il ensuite de l'extension géographique du principe du pays d'origine ? Il s'agit maintenant d'envisager les hypothèses d'exportation spatiale, donc en dehors des frontières du marché intérieur, de la loi européenne dans les relations privées, donc marquées d'une internationalité externe. Alors que sur des questions de régulation économique
soumise au droit public, l'application du droit de l'Union à des activités réalisées à l'étranger, hors de l'Union, relève du concept d'extraterritorialité. On le connaît par exemple dans la mise en œuvre du droit antitrust. Sous l'angle des rapports privés, il pourrait s'agir de donner compétence à la loi du fort conquérant. Dans ce contexte, le principe du pays d'origine pourrait avoir un intérêt en prenant la forme d'une méthode d'applicabilité impérative de la loi européenne à l'échelle internationale. Je vais prendre un seul exemple d'actualité, la responsabilité sociale des entreprises multinationales à travers le devoir de diligence. Vous savez probablement que l'Union européenne s'y intéresse en ce moment. Le droit de l'Union connaît des applications ponctuelles déjà de cette exigence, mais elle entend l'approfondir en imposant aux entreprises européennes de contrôler leur chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial afin de prévenir des risques de violation des droits de l'homme. Des sanctions pourraient être prises sur le fondement de la responsabilité civile contre les entreprises responsables sur la base d'un régime européen au moins partiellement harmonisé. D'un point de vue spatial, il s'agit d'appréhender des comportements d'opérateurs économiques partout dans le monde en les rattachant aux sociétés mères, donneuses d'ordre, d'origine européenne, et sur le terrain de la sanction, une sanction fondée sur la lex fori européenne. C'est une expression du Home Country Control appliquée à l'entreprise transnationale d'origine européenne. L'habit méthodologique du principe du pays d'origine, particulièrement en matière d'action en responsabilité civile, aurait pour but d'assurer une application simple et effective de la loi européenne sans nécessité de recourir à une articulation plus complexe avec les règlements romains et surtout Rome II. En tout état de cause, là encore, le principe du pays d'origine prendrait un nouveau visage, il deviendrait protecteur d'intérêts publics fondamentaux européens et il irait, là encore, contre une compétition réglementaire globale. La même logique pourrait certainement être répliquée dans le domaine de la régulation du numérique ou de la protection des données personnelles. Pour conclure, je dirais que le principe du pays d'origine peut donc certainement contribuer à sa mesure à faire du droit international privé de l'Union un système autonome et renforcé face au système historiquement dominant, je pense qu'il faut le dire, du marché intérieur. La précondition est l'existence d'une lex fori européenne suffisamment solide dans tel ou tel domaine du droit privé et une coopération active des autorités nationales, européennes et internationales quand elles existent. C'est une question centrale que je n'ai malheureusement pas pu aborder et qui s'exprime sous l'angle des conflits d'autorité. En outre, dans le cas particulier des relations externes, l'application de la loi européenne au titre d'un principe du pays d'origine ne serait effective qu'en présence d'un fort compétent dans l'Union, ce qui fait de l'accès aux juges européens et donc au système de droit international privé de l'Union un maillon clé de la politique internationale de l'Union. Merci.